Comment modifier une croyance? Tous les progrès personnels commencent par la modification de ces croyances. Comment les changer dans ce cas? Le moyen le plus efficace consiste à entraîner son cerveau à associer une très grande douleur à l'ancienne croyance. Vous devez sentir au plus profond de vous que cette croyance non seulement vous a fait souffrir par le passé, mais qu'elle vous fait souffrir dans le présent et ne peut, en fin de compte, que vous faire souffrir à l'avenir. Puis, vous devez associer un immense plaisir au fait d'adopter une nouvelle croyance dynamisante. C'est le modèle de base que nous examinerons encore et toujours afin d'opérer des changements dans notre vie. N'oubliez pas que tous nos actes sont motivés soit par le besoin d'éviter la douleur, soit par la recherche du plaisir. Et que si nous associons suffisamment de souffrance à une chose, nous changerons. Le seul motif qui nous incite à adhérer à une croyance est que nous avons associé une très grande douleur à ne pas y avoir adhéré. Ensuite, créez le doute. Si vous êtes honnête avec vous-même, y a-t-il des croyances que vous défendiez corps et âme il y a quelques années et que maintenant vous seriez presque embarrassé d'admettre? Que s'est-il passé? Quelque chose vous a incité à douter. De nouveaux événements peut-être, ou encore à cause d'un contre-exemple de votre ancienne croyance. Peut-être avez-vous rencontré des Russes et découvert que c'étaient des gens comme vous et moi, et non les citoyens d'un empire diabolique. Je pense que de nombreux Américains aujourd'hui éprouvent une réelle compassion pour les Soviétiques qu'ils considèrent comme des gens qui luttent pour prendre soin de leur famille. Nos perceptions ont changé, en partie grâce aux programmes d'échange qui nous ont permis de connaître des Russes et de voir tout ce que nous avions en commun avec eux. Nous avons fait de nouveaux essais qui nous ont incités à faire des remises en question, qui ont brisé nos modèles de certitude et secoué nos pieds de référence. Toutefois, tout nouvel essai ne garantit pas, par lui-même, un changement de croyance. Les gens peuvent faire un essai qui contredit leurs croyances et interpréter ce résultat comme ils veulent pour étayer leurs convictions. Saddam Hussein en fit l'essai au cours de la guerre du Golfe Persique, en criant victoire malgré les destructions. Sur un plan personnel, une femme qui assistait à l'un de mes séminaires entra soudain dans des états psychiques et émotionnels assez particuliers, affirmant que j'étais un nazi et que j'empoisonnais les participants dans la pièce avec des gaz invisibles émis par les bouches du système de climatisation. Comme je tentais de la calmer en ralentissant le débit de mon élocution, une méthode courante pour aider quelqu'un à se détendre. Elle s'écria « Vous voyez, les gaz commencent déjà à brouiller votre élocution. » Peu importe ce qui se passait, elle s'en servait pour étayer sa conviction que nous allions tous être empoisonnés. En fin de compte, je réussis à briser son schéma de pensée. Comment? Nous en parlerons au prochain chapitre. Les nouvelles expériences ne déclenchent un changement que si elles nous forcent à remettre nos croyances en question. Chaque fois que nous croyons quelque chose, nous ne le mettons plus en doute d'aucune façon. Dès l'instant où nous commençons honnêtement à nous interroger sur nos croyances, nous les remettons en question. Nous secouons les pieds de référence de nos tables cognitives, ce qui atténue notre sentiment de certitude absolue. Avez-vous déjà douté de votre habileté à faire quelque chose? Comment vous y êtes-vous pris? Vous vous êtes sans doute posé quelques questions médiocres comme « Que se passerait-il si je bousillais tout? Et si ça ne marchait pas ?» Or, les questions que l'on se pose peuvent être dynamisantes quand on s'en sert pour sonder la validité de croyances qu'on a peut-être aveuglément adoptées. En fait, bon nombre de nos croyances sont corroborées par des informations reçues des autres et que nous n'avons pas mises en doute à l'époque. Et un examen attentif risque de révéler que ce à quoi nous avons cru inconsciemment pendant de nombreuses années pourrait bien être fondé sur un jeu de suppositions erronées. Si vous avez une machine à écrire ou un ordinateur, je suis certain que vous apprécierez l'exemple suivant à sa juste valeur. À votre avis, pourquoi l'arrangement traditionnel des lettres, des chiffres et des symboles que l'on trouve sur presque tous les claviers est-il accepté par tout le monde? Cet arrangement est connu sous le nom de QWERTY, qui représente les caractères situés sur la rangée supérieure gauche de votre clavier. Peut-être parce qu'il est censé favoriser la rapidité de la dactylographie, n'est-ce pas? La plupart des gens n'ont jamais douté de cette réponse puisque le QWERTY existe depuis 120 ans. En fait, il s'agit sans doute de la configuration la plus inefficace que l'on puisse imaginer. Bien des claviers, comme le clavier simplifié Dvorak, sont censés réduire les erreurs et augmenter la vitesse de façon marquée. En réalité, le QWERTY a été conçu délibérément pour ralentir les dactylographes à une époque où les pièces de la machine à écrire se déplaçaient si lentement qu'elles se coinçaient quand on tapait trop vite. Pourquoi nous sommes-nous accrochés au clavier QWERTY pendant 120 ans? En 1882, alors que tout le monde ou presque frappait avec un seul doigt, une femme qui avait inventé la frappe à 8 doigts
fut invité par un autre professeur à participer à un concours de dactylographie. Et l'engagea, pour la représenter, un dactylographe professionnel qui connaissait le clavier QWERTY par cœur. Grâce à sa mémoire et à la technique à 8 doigts, cet homme l'emporta sur son concurrent qui tapait avec 4 doigts sur un clavier différent. À partir de ce moment-là, le clavier QWERTY devint donc la norme de vitesse et personne ne remit plus en question la validité de cette référence. À combien d'autres croyances paralysantes qui limitent votre vie à votre insu, adhérez-vous aveuglément dans la vie courante sur ce que vous êtes, vos capacités, la façon dont les gens devraient se comporter ou les aptitudes de vos enfants? Si l'on remet en question suffisamment une croyance, on finit par en douter. Cela englobe même les croyances les plus fortes. Il y a quelques années, j'eus la chance exceptionnelle de travailler avec l'armée américaine, avec laquelle je négociais un contrat visant à réduire certaines périodes de formation dans plusieurs domaines spécialisés. J'obtins un tel succès que l'on me donna accès aux informations classées très secrètes, et je pus prendre le cas de l'un des hauts dirigeants de la CIA, un homme qui avait commencé en bas de l'échelle. Croyez-moi, les aptitudes que cet homme et ses homologues ont développées pour ébranler les convictions d'une autre personne et modifier ses croyances sont tout à fait stupéfiantes. Il créait un environnement qui incite la personne à douter de ce qu'elle a toujours cru. Puis, il lui présente de nouvelles idées et expériences pour soutenir son adhésion aux nouvelles croyances. Il est presque effrayant, encore que ce soit fascinant, de constater avec quelle rapidité ils peuvent modifier ses croyances. J'ai appris à employer ces techniques sur moi-même afin d'éliminer les croyances qui me paralysaient et de les remplacer par des croyances fécondes. Nos croyances comportent différents degrés de certitude et d'intensité émotionnelle, et il importe de connaître exactement ce degré d'intensité. En fait, j'ai classé les croyances en 3 catégories. Les opinions, les croyances et les convictions. Une opinion est une chose dont nous sommes relativement certains, mais cette certitude est temporaire, car elle peut changer facilement. Notre table cognitive s'appuie sur des pieds de référence branlants et aléatoires, souvent fondés sur des impressions. Par exemple, bien des gens percevaient George Bush comme un faiblard, simplement à cause du ton de sa voix. Mais lorsqu'ils ont constaté son aptitude à galvaniser les dirigeants de tous les pays pour obtenir leur appui et affronter d'une main de maître l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, l'opinion publique évolua sensiblement et Bush obtint la plus haute cote de popularité qu'un président ait pu obtenir dans toute l'histoire moderne. Au moment où vous lirez ce paragraphe, toutefois, cette opinion peut avoir changé. Telle est la nature des opinions. Elles sont peu solides et, généralement, une personne retient quelques points de référence sur lesquels elle forme ses opinions. Une croyance, par contre, se forme quand nous commençons à établir une base de référence beaucoup plus large et surtout des pieds de référence qui suscitent en nous de puissantes émotions. Ces références nous donnent un sentiment absolu de certitude. Comme je l'ai déjà mentionné, elles peuvent revêtir diverses formes et provenir de nos expériences personnelles, d'informations obtenues à d'autres sources ou même de situations que nous avons imaginées avec force. Les gens qui ont des croyances éprouvent une certitude si grande qu'ils sont souvent fermés à toutes nouvelles informations. Mais si l'on est en bon terme avec eux, on peut briser leur modèle de fermeture et les pousser à mettre en doute leurs références de sorte qu'ils s'ouvrent à de nouvelles données. Cela créera suffisamment de doutes dans leur esprit pour ébranler leurs vieilles références et faire de la place pour une nouvelle croyance. Une conviction, pour sa part, éclipse une croyance, en raison surtout de l'intensité émotive que la personne associe à son idée. La personne qui a une conviction éprouve non seulement une certitude, mais se met en colère quand on met en doute cette conviction. Elle n'est pas disposée à remettre en question ses références, même un seul instant. Elle résiste totalement à toute nouvelle donnée, de façon parfois obsessionnelle. Ainsi, à travers les âges, les fanatiques religieux ont eu la conviction que leur vision de Dieu était la seule valable et, parfois, ils pouvaient tuer au nom de ces croyances. La conviction des véritables croyants a aussi été exploitée par des sauveurs en puissance qui cachaient leurs intentions meurtrières sous des motifs sacrés. C'est ce phénomène qui poussa les membres de la secte de Jim Jones à empoisonner leurs propres enfants avant de boire eux-mêmes un breuvage contenant du cyanure, obéissant aux ordres de leur maître, un homme qui se prenait pour le Messie. Certes, les convictions ferventes ne sont pas l'apanage des fanatiques. Elles appartiennent à quiconque a un degré élevé d'engagement et de dévouement pour une idée, un principe ou une cause. Ainsi, la personne qui est contre les essais nucléaires souterrains adhère à une croyance, mais celle qui entreprend une action, même une action qui suscite la désapprobation des autres, en manifestant sur les lieux des essais, agit par conviction. Quelqu'un qui déplore l'état de l'éducation publique a une croyance,
Mais quelqu'un qui s'engage bénévolement pour participer à un programme d'alphabétisation qui permettra de changer la situation agit par conviction. La personne qui rêve de posséder une équipe de hockey a une opinion et un désir. Mais celle qui tente de recueillir les fonds nécessaires afin d'acheter une franchise agit par conviction. Où est la différence? Cette différence, on l'observe, bien sûr, dans les actions que la personne est prête à entreprendre. En fait, les personnes qui agissent par conviction nourrissent une croyance si passionnée qu'elles sont même prêtes à risquer un rejet ou à subir les moqueries des autres au nom de cette conviction. La différence la plus importante entre la croyance et la conviction tient sans doute au fait que la seconde est habituellement déclenchée par des événements émotifs importants au cours desquels le cerveau a établi le lien suivant. Si je ne crois pas cela, je souffrirai énormément. Si je modifiais cette croyance, je renoncerais à mon identité et à tout ce pourquoi j'ai vécu pendant des années. La conviction est donc nécessaire à la survie même de la personne. Cela peut être dangereux parce que chaque fois que nous ne sommes pas prêts, ne serait-ce que de réexaminer nos croyances ou d'envisager la possibilité qu'elles soient erronées, nous nous enfermons dans une rigidité qui pourrait en fin de compte nous condamner à un échec à long terme. Mieux vaut parfois nourrir une croyance plutôt qu'une conviction. Fait positif, les convictions peuvent être stimulantes en raison de la passion qu'elles suscitent en nous et parce qu'elles nous forcent à agir. Si l'on en croit Robert P. Abelson, professeur de psychologie et de sciences politiques à l'université Yale, les croyances sont des possessions et les convictions sont simplement des possessions plus précieuses qui permettent à une personne de chercher passionnément à réaliser ses buts, ses objectifs, ses souhaits et ses désirs sur une base individuelle ou à grande échelle. Souvent, si on veut acquérir une maîtrise dans un domaine quelconque, il faut élever une croyance au niveau de conviction. Rappelez-vous que la conviction a le pouvoir de nous pousser à l'action, de nous aider à franchir toutes sortes d'obstacles. Les croyances peuvent également jouer ce rôle, mais certains aspects de votre vie exigent l'intensité émotive propre à la conviction. Par exemple, la conviction de ne jamais vouloir devenir obèse vous incitera constamment à choisir un mode de vie sain, ce qui vous permettra de mieux jouir de votre existence tout en vous préservant peut-être d'une crise cardiaque. La conviction que vous êtes une personne intelligente qui peut toujours trouver un moyen de résoudre toute difficulté peut vous aider à franchir les étapes les plus pénibles de votre vie. Comment crée-t-on une conviction? 1. Choisissez une croyance de base. 2. Renforcez cette croyance à l'aide de nouvelles références plus puissantes. Par exemple, supposons que vous avez décidé de ne plus jamais manger de viande. Pour renforcer votre résolution, parlez à des végétariens ou des végétaliens. Et pour quelles raisons ont-ils modifié leur alimentation et quelles ont été les conséquences de cette décision sur leur santé et sur d'autres facettes de leur vie? De plus, étudiez les effets physiologiques des protéines d'origine animale. Plus vous accumulerez de références, plus celles-ci auront un caractère émotif et plus vous renforcerez vos convictions. Trouvez ensuite un événement déclencheur. Sinon, créez cet événement. Adhérez profondément à cette conviction en vous demandant ce qu'il vous en coûtera si vous ne devenez pas végétarien. Posez-vous des questions qui créent une intensité émotive en vous. Ainsi, si vous voulez vous convaincre fermement de ne jamais absorber de drogue, donnez un caractère réel aux douloureux effets de la drogue en regardant des films ou mieux encore, en visitant un refuge pour constater de visu les ravages qu'entraîne la toxicomanie. Si vous avez juré de cesser de fumer, visitez le service des soins intensifs d'un hôpital pour observer les patients atteints d'emphysème et confinés à des tentes à oxygène ou regardez les radiographies des poumons noirs d'un fumeur. Ce genre d'expérimentation peut vous aider à prendre une décision et à établir une véritable conviction. 4. Enfin, agissez. Chaque action que vous entreprenez renforce votre engagement et élève votre degré d'intensité et de conviction émotive. L'un des problèmes que posent les convictions, c'est qu'elles sont souvent fondées sur l'enthousiasme des autres pour vos croyances. En effet, il se produit souvent que les gens croient en quelque chose parce que tout le monde y croit. C'est ce qu'on appelle en psychologie la preuve sociale. Mais la preuve sociale n'est pas toujours exacte. Quand les gens ne savent pas trop quoi faire, ils font appel aux autres pour les guider. Dans son livre intitulé « Influence », Robert Cialdini décrit une expérience désormais classique dans laquelle quelqu'un crie au viol à l'intention du sujet, tandis que deux autres personnes, qui sont complices, feignent d'ignorer cet appel à l'aide et continuent à marcher. Le sujet hésite et ne sait pas s'il doit répondre aux appels ou non. Mais quand il constate que les deux autres personnes ne s'attardent pas, il en conclut que ces appels à l'aide sont insignifiants et poursuit lui aussi son chemin. Faire appel à la preuve sociale est un bon moyen de limiter votre vie, à la rendre tout à fait pareille à celle de tout le monde. Les renseignements donnés par les experts constituent l'une des plus puissantes preuves sociales. Mais les experts ont-ils toujours raison?
Songez à tous ceux qui nous soignent toute l'année. Il n'y a pas très longtemps, la plupart des médecins professaient une foi absolue dans les vertus curatives des sangsues. De plus, des médecins de notre propre génération ont donné à des femmes enceintes un médicament au nom apaisant pour traiter leurs nausées matinales, le bandectine. Cela ressemble un peu à bénédiction, n'est-ce pas? Et que l'on rendit responsable plus tard de nombreuses anomalies de naissance. Bien sûr, ils prescrivaient ce médicament parce que les firmes pharmaceutiques, les experts, leur assuraient que c'était le meilleur qui soit. Quelle leçon faut-il retenir de cette expérience? Il est préférable de ne pas accorder une confiance absolue aux experts. N'acceptez pas aveuglément tout ce que je dis non plus. Replacez les choses dans le contexte de votre propre vie. Cela vous semble-t-il raisonnable? Parfois, on ne peut même pas faire confiance à ses sens, comme le montre l'histoire de Copernic. À l'époque où vivait cet astronome polonais, à l'esprit fécond, tout le monde savait que le Soleil tournait autour de la Terre. Pourquoi? Parce que n'importe qui pouvait sortir de sa maison, pointer du doigt le Soleil et dire « Vous voyez, le Soleil s'est déplacé. La Terre est donc vraiment le centre de l'univers. » Mais en 1543, Copernic élabora la première représentation exacte de notre système solaire. À l'instar d'autres géants à travers les âges, il eut le courage de mettre en doute la sagesse des experts. Et finalement, la population se rendit à ses théories, mais pas de son vivant. La douleur, le meilleur outil qui soit pour transformer ses croyances. Comme je l'ai mentionné, la douleur est l'outil le plus puissant pour modifier ses croyances. L'émission animée par Sally Jessy Raphael offre un exemple récent de la force des croyances qu'on a modifiées. Au cours de cette émission, une femme renia courageusement son adhésion au Ku Klux Klan, face à l'auditoire présent en studio et face au monde entier. Pourtant, elle avait participé à cette même émission un mois seulement auparavant comme membre d'un groupe de femmes du Ku Klux Klan qui s'était répandu en invectives contre tous ceux qui ne partageaient pas leurs convictions raciales, en criant avec colère que les mélanges raciaux, tant sur le plan éducatif, économique que social, conduiraient notre pays et notre peuple à leur perte. Qu'est-ce qui avait pu modifier ses croyances aussi radicalement? 3 choses. En premier lieu, une jeune femme présente en studio s'était levée en pleurant pour implorer la compréhension des femmes. Son mari et son enfant étaient d'origine hispanique et elle affirma en sanglotant qu'elle refusait de croire que des gens pouvaient nourrir autant de haine. En deuxième lieu, dans l'avion qui la ramenait chez elle, elle cria après son fils de 16 ans, qui s'était lui aussi présenté à l'émission bien qu'il ne partageât pas ses opinions, parce qu'il lui avait fait honte devant tout le pays. Les femmes l'invectivèrent à leur tour parce qu'elle avait manqué de respect à sa mère et citèrent ces paroles de la Bible. « Tes pères et mères honoreras ». Son fils répondit en disant que Dieu ne voulait certainement pas qu'il adhère à ses opinions diaboliques. Puis il descendit de l'avion à Dallas en jurant de ne plus jamais remettre les pieds à la maison. Pendant le reste du vol, la femme se remémora les événements de la journée. Puis elle se mit à réfléchir à la guerre que son pays menait au Moyen-Orient. Elle se rappela ce qu'un autre spectateur lui avait dit ce jour-là. Des jeunes hommes et des jeunes femmes de couleur combattent là-bas non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Elle songea enfin à son fils qu'elle aimait tendrement et avec qui elle avait été méprisante. Allait-elle accepter que cette brève conversation soit la dernière? Cette idée lui était insupportable. Elle devait changer quelque chose immédiatement. À la suite de cet événement, elle raconta à la télévision qu'elle avait reçu un message de Dieu, dont elle avait tenu compte sur le champ, et qui lui enjoignait de quitter le Ku Klux Klan et d'aimer tous les peuples comme ses frères et sœurs. Certes, ses amis lui manqueront, car elle sera rejetée, mais elle affirma que son âme était maintenant nettoyée et elle recommencera sa vie à neuf avec une conscience pure. Il est essentiel de vérifier ses croyances et leurs conséquences, afin de s'assurer qu'elles nous donnent du pouvoir. De plus, quelle croyance adopter? Il s'agit de trouver quelqu'un qui obtient les résultats que vous voulez vraiment dans la vie. Ces gens sont les modèles de rôle qui peuvent vous apporter certaines des réponses que vous cherchez. Invariablement, derrière toutes les personnes qui ont réussi se cache un éventail précis de croyances fécondes.